Avant. Un pays de tradition libérale peut-il voir en quelques années ses institutions, son armée, sa justice, sa presse, corrodées par la pratique de la torture, par le silence et le mensonge observé autour de questions vitales qui mettent en cause la conception même que l'Occident affirme se faire de l'homme? Peut-il, une fois la page tournée, reprendre son chemin comme si de rien n'était ou n'était survenu? Tel est le problème que nous voudrions traiter brièvement dans ces pages. La torture, et avec elle bien d'autres procédés de répression, des exécutions sommaires au déplacement massif de population, ont été couramment employés pendant la guerre qui s'est achevée en 1962. Le fait n'est nié par aucun esprit sérieux, mais précisément, les esprits sérieux s'imaginent volontiers que ce qu'ils savent est connu et assimilé par autrui. L'enquête la plus sommaire montre qu'il n'en est rien et que les esprits sérieux ont une part de responsabilité dans cette ignorance fort générale. Certes, tous les témoignages possibles et inimaginables ont été publiés. Témoignages des victimes et témoignages des bourreaux. Tout dernièrement, le plus notoire d'entre ces derniers, le général Massu, a pris la parole et fait l'apologie d'une torture fonctionnelle, comparable à l'acte médical du chirurgien et du dentiste. Sur le plan des faits, la portée du témoignage est faible. Le général Massu n'a pratiquement rien révélé qui ne fût très largement connu. Mais connu, répétons-le, de ceux-là seuls qui ont eu la volonté ou ont été dans l'obligation de s'informer. Un débat public qui a duré ce que durent les débats publics s'en est suivi. Mais il me semble que le problème n'a pas été posé dans sa totalité. On a évoqué son aspect moral le plus évident. On a évoqué ses conséquences immédiates, le rôle qu'ont joué ou que n'ont pas joué ses méthodes dans la perte de l'Algérie. Mais ce qui n'a pas, à mon sens, été traité, c'est précisément l'essentiel, la dimension proprement politique de la torture, quand elle est une institution d'État, ce qu'elle fut, à des titres divers, pendant la guerre d'Algérie, dans l'Allemagne de Hitler, dans l'URSS de Staline. C'est donc d'une torture d'État qu'il s'agit dans ce livre, d'une torture d'État développée. Chacun réagit avec son propre tempérament et ses catégories idéologiques aux horreurs qui se passent chaque jour dans le monde. Je dirais donc, pour que les choses soient nettes, que la torture me paraît, en matière politique, un discriminant moins puissant lorsqu'elle n'est qu'un des aspects, parmi beaucoup d'autres, d'une horreur quotidienne. Je dirais aussi, sans vouloir pousser trop loin le culturalisme que chaque société doit être jugée, au moins en partie, selon les normes qu'elle proclame. Je reprendrai donc à mon compte ici ce que disait Klaus Lévi-Strauss. Je ne peux pas nier que, quand je lis certaines descriptions des tortures auxquelles pouvaient se livrer, ou bien les Indiens du Mexique, ou bien ceux des plaines des États-Unis, je ne ressente un certain malaise. Mais celui-ci est sans commune mesure avec l'horreur et le mépris que m'inspirent des pratiques comparables dans notre société. La torture telle que je la définis ici, torture d'État, n'est en effet pas autre chose que la forme la plus directe, la plus immédiate de la domination de l'homme sur l'homme, ce qui est l'essence même du politique. Le tortionnaire reconnaît dans sa victime un homme puisqu'il entend l'obliger à parler. Mais
la parole de la victime ne doit être que ce qu'attend le bourreau. Celui-ci ne demande à la victime de parler que pour lui confisquer cette parole. Dans ces conditions, le renseignement, dont il sera, par force, à chaque instant question dans ces pages, n'est qu'un aspect de la politique de la torture. Les hommes de la Gestapo torturaient les résistants pour compléter les organigrammes des réseaux qu'ils voulaient détruire, et les paras d'Alger torturaient les militants, ou présumés tels, du FLN, pour les contraindre à indiquer l'emplacement des bombes. Mais ce type d'explication ne vaut rien quand on évoque ces SS qui torturaient des juifs pour leur faire dire qu'ils étaient des sales juifs, ces officiers français qui torturaient des Algériens pour leur faire crier « Vive la France !» ou les policiers soviétiques torturant les militants du Parti communiste pour leur faire avouer des crimes dont ils savaient mieux que personne qu'ils étaient entièrement imaginaires. Par son aveu, la victime fait beaucoup plus que donner un renseignement. Elle reconnaît son bourreau comme maître et possesseur de sa parole, c'est-à-dire de son humanité. Dans ces conditions, la violence physique, ces différentes formes de brutalité par lesquelles on s'efforce de faire parler, ne sont peut-être pas l'essentiel. Avant et après la guerre d'Algérie, les bourreaux se sont targués d'employer une torture propre, ne laissant pas de traces. Et dans la mesure où il y a eu progrès dans la technique de la répression, c'est évidemment là qu'il se situe. L'usage de l'électricité laisse moins de traces que l'arrachage d'un ongle ou d'une dent. Encore, l'électricité fait-elle souffrir? L'essence de la torture n'est peut-être pas là, mais dans la situation faite à ceux que Paul Tinger, secrétaire général de la préfecture d'Alger, définissait comme les témoins humiliés dans l'ombre, nus sur la planche et sommés de parler. À la limite, il n'est plus nécessaire alors de faire souffrir physiquement. Un général israélien l'a bien compris, qui se sentant sans doute infiniment plus civilisé que ses confrères d'en face, qui en sont encore aux vieilles méthodes, expliquait récemment, sans provoquer le moindre remous, que pour faire parler les Palestiniens, il n'était pas question, ou il n'était pas nécessaire plutôt, d'employer la torture. Il suffisait, par exemple, d'attacher un prisonnier à côté d'un cadavre de hyène, animal suprêmement impur. C'est là, en effet, une forme de supplice que personne n'osera raconter. On lira dans ce livre une histoire de la torture à travers la guerre d'Algérie. Que le lecteur veuille bien admettre que si ces faits ont bien entendu leur spécificité qui est coloniale et raciste, les Français se sont dans l'ensemble peu intéressés au problème parce que les victimes étaient des Algériens. Et il a fallu que dans les derniers mois de la guerre d'Algérie, un certain nombre d'Européens, membres de l'OAS, fussent à leur tour torturés pour que nombre de journaux se mettent à supprimer les guillemets dont ils entouraient le mot torture. Leur véritable dimension est autre. Pas plus que les tortures d'Alger n'étaient de simples séquelles du nazisme, les pratiques policières actuelles ne sont de simples séquelles de la guerre d'Algérie. Toute dissidence, quelle que soit sa nature, peut pousser l'État moderne, si libéral soit-il, à user de la torture. Le policier tortionnaire n'est pas simplement l'héritier et l'imitateur de son prédécesseur. Il répète un comportement que d'autres peuvent répéter demain. Et pourtant, il ne s'agit pas, comme on va le voir, d'une fatalité. Pratique judiciaire ancienne, la torture doit être étudiée aussi bien selon les règles, tout en définissant,
on limite ou on interdise l'application que par les circonstances historiques qui ont facilité l'apparition ou la disparition. Club de citoyens. L'Athènes classique réservait la torture aux esclaves. Leurs témoignages n'avaient de valeur dans les procès criminels que s'ils avaient été torturés. Et dans certains cas au métèque. La torture infligée à un citoyen est un crime abominable. La République romaine raisonna à peu près ainsi, et on se souvient des effets que tira Cicéron, plaidant contre Vérèse, des plaintes de Gavius, mis en croix et criant qu'il était citoyen romain. C'est à l'Empire romain, principalement dans sa phase ultime, totalitaire, que revient de codifier la torture comme instrument de défense de l'État dans sa majesté. Les codes théodosiens et justiniens nous ont conservé l'essentiel de cette législation que l'Église identifiée à l'État put reprendre à son compte. Le Moyen-Âge occidental, lorsqu'il réintroduit, non sans certains débats, la torture comme instrument d'État et d'Église, dans la lutte contre les hérésies, c'est-à-dire pour l'essentiel au XIIIe siècle en France, l'Angleterre résista plus longtemps et le phénomène n'y prit pas de la même ampleur, s'appuya sur le droit romain renaissant et la notion de crime majestatis. Servi par ses légistes, Philippe le Bel joue un rôle notable dans cette évolution. Et c'est à titre juste qu'on peut comparer le procès des Templiers en 1308 et 1314 au procès de Moscou. Peu à peu, les règles s'établirent, en gros, communes aux institutions ecclésiastiques, l'Inquisition, et étatiques. On distingua des degrés dans la torture, question ordinaire, question extraordinaire. On distingua aussi la question préparatoire, par laquelle on s'efforçait de faire révéler la vérité à un prisonnier, et la question préalable, supplice infligé peu avant une exécution capitale dans le but de faire révéler à un homme, dont la culpabilité est reconnue, le nom de ses complices. La torture était pratiquée par un fonctionnaire, le bourreau, celui-là même qui était chargé de procéder aux exécutions capitales, dans une salle bien définie des locaux de détention, et toujours en présence des magistrats qui notaient les aveux des inculpés ou des coupables. On trouve des témoignages d'un courant abolitionniste dès le XVIe siècle, de Montaigne. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, un pan entier du système s'écroule dans la mesure où l'État, par l'intermédiaire des parlements, renonce en France à poursuivre le crime de sorcellerie, révolution mentale sur laquelle on a à juste titre insisté. Les sorcières et les sorciers avaient formé en effet jusqu'alors une part très notable des victimes de la question. L'abolitionnisme à la fin du siècle est notamment le fait des juristes allemands. En 1705, l'érudit prussien Christian Thomasius publie une dissertation De tortura ex foris Christianarum prostibenda, de la nécessité de proscrire la torture dans les tribunaux des pays chrétiens. En 1740, Frédéric II abolit la torture judiciaire avec 3 exceptions très remarquables. Le meurtre, la lèse-majesté et la trahison. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.